Bon, alors c'est sûr que ça va vous paraître extrêmement banal après la session précédente, mais ça reste important et vous verrez que sur les RPC, finalement, c'est la pratique courante quotidienne et puis il y a quand même des petites choses qu'il est toujours bon de rappeler et même quelques nouveautés, parce que ça aura échappé à personne qu'on met de plus en plus de stérilets, donc il y a un petit peu toute cette problématique par rapport aux stérilets. Donc, si vous souhaitez avoir accès au texte, il est sur le site du CNGOF à cette adresse. C'est la version courte, qui est assez facilement lisible. Mais comme toute RPC, c'est toujours un petit peu indigeste. Alors, vous aurez remarqué pour ceux qui avaient raté le collège et les séances de RPC, on a décidé, comme c'est vraiment de la pratique clinique, de vous les rendre un petit peu digérés et digestes, du coup, avec vraiment les éléments importants. Donc, il y aura un peu plus tard... Je crois que c'est plus tard dans la journée ou demain, la contraception par Gabriel, et il y aura aussi les ruptures prématurées des membranes. Donc les niveaux de preuve, les RPC se basent sur les niveaux de preuve scientifiques, ça vous connaissez bien, je vous ai les remis. A, preuve scientifique établie, B, présomption, C, niveau faible de preuve. À chaque fois, ça va être rappelé. Donc, on va essayer d'aller vite. Je ne veux pas vous faire l'affront de vous refaire le côté clinique, mais globalement, les infections génitales hautes, ça va être les endométrites, les salpingites, les abcès tubo-ovariens et les pelviperitonites d'origine génitale. Les RPC, l'objectif, c'est de repréciser les modalités diagnostiques cliniques microbiologiques, les traitements des formes compliquées, non compliquées, la prise en charge des formes du postpartum, et puis les modalités de l'antibioprophylaxie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le suivi. Et ça a été élaboré en collaboration avec la Société de pathologie infectieuse. Donc, diagnostic, on va aller très vite. En général, il y a un contexte de facteurs d'IST, douleur pelvienne persistante avec hyperthermie, des leucorrhées, ça évoque le diagnostic. Et globalement, il est recommandé chez une femme qui a ce tableau évocateur de rechercher une douleur annexielle et à la mobilisation utérine. Et ceci va rapidement conduire à la réalisation d'un bilan sanguin avec une numération à la recherche d'une hyperleucocytose et une élévation de la CRP, en sachant qu'une CRP normale et une absence d'hyperleucocytose ne permettent pas d'éliminer le diagnostic, en tout cas des formes non compliquées. Donc, par contre, si c'est élevé, ça doit orienter plutôt vers une forme compliquée ou un diagnostic différentiel tel que l'appendicite. Donc, les germes, essentiellement, on va parler de 3 germes chlamydiés, Neisseria, le gonocoque et le mycoplasme genitalium. Ce sont les 3 principaux germes reconnus. Alors, les prélèvements, c'est toujours bien de le répéter parce qu'il est donc recommandé d'effectuer des prélèvements de l'endocole, c'est-à-dire avec pose de spéculum et au niveau de l'endocole et pas que des cul-de-sac vaginaux et du vagin. Et c'est qu'en cas d'impossibilité d'effectuer ce prélèvement sous spéculum qu'on va effectuer un prélèvement vaginal à l'écouvillon ou bien des prélèvements intrapelviens lorsqu'il va y avoir une intervention ou une ponction. Donc là, vous avez un petit peu l'arbre décisionnel. Et maintenant, ça se simplifie de plus en plus. Avant, on faisait toute une batterie de tubes. Maintenant, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a un tube pour tous les prélèvements, ce qui simplifie énormément les choses. Alors, le diagnostic, il est évoqué cliniquement. Les résultats microbiologiques le supportent. Mais la négativité des résultats n'exclut pas le diagnostic, comme on l'a dit. Et ça, c'est un niveau de preuve 1. À répéter, parce qu'on voit souvent, et vous l'avez tous vu, traîner des sérologies chlamydiées. Donc la sérologie n'a pas d'intérêt pour le diagnostic d'une infection génitale haute, surtout en phase aiguë, ni pour la surveillance de la maladie. Donc en gros, on arrête les sérologies chlamydiées. L'échographie pelvienne est recommandée pour rechercher les signes de complications. Elle ne contribue pas au diagnostic de salpingite non compliquée, car c'est peu sensible et peu spécifique. Et l'attente de la réalisation de l'échographie ne doit pas faire retarder l'antibiothérapie. Donc c'est vraiment quelque chose de clinique. On va faire les prélèvements, on débute l'antibiothérapie. C'est qu'en cas de difficulté diagnostique, on aura recours à une imagerie plus poussée, scanner abdominopelvien injecté, et la célioscopie en elle-même pour le diagnostic n'est pas recommandée. Alors, le traitement, c'est assez intéressant d'avoir un petit peu fait le tri parce que pendant un moment, il y avait N schémas différents, tout le monde s'y perdait un petit peu, c'était compliqué. Là, c'est assez simplifié. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le retard thérapeutique est associé à une augmentation du risque de grossesse extra-utérine et d'infertilité tubaire.
Et par contre, l'antibiothérapie permet de guérir, dans la majorité des cas, la salpingite. Alors, ce qui change aussi un petit peu, c'est que pendant longtemps, on avait tendance à hospitaliser assez systématiquement les infections génitales hautes. Le traitement antibiotique en hospitalisation n'offre pas d'avantage par rapport à un traitement en externe et ne modifie pas le pronostic si c'est une infection non compliquée, bien sûr. Donc, il est recommandé de le faire en ambulatoire. Le schéma principal d'une salpingite non compliquée, ça va être une triple association, où on va faire une monodose de ceftriaxone 1 g en IM ou en IV, associée à 10 jours de doxycycline, de 100 mg 2 fois par jour, et à du Flagyl 500 2 fois par jour, en Péros pour les deux. Donc là, vous avez les alternatives comme toujours, mais en première intention, on a au moins un schéma assez clair, ce qui n'était pas forcément le cas. Et les autres alternatives pour hors hospitalisation, vous les avez ici. Et en cas d'hospitalisation, les voilà. Donc, ce qui est important, c'est que les patientes, si elles sont traitées en externe, elles soient revues entre 3 et 5 jours après la prise en charge, afin de vérifier, bien sûr, l'évolution clinique, la tolérance du traitement, l'observance, et surtout adaptées aux résultats microbiologiques, puisque un certain nombre de résistances sont décrites pour les différents germes et de plus en plus fréquemment. Alors, petite recommandation intéressante, la compliance au suivi à 3 jours est améliorée par un rappel individualisé des patientes en utilisant un SMS. Donc ça, c'est l'évolution 2.0 de la prise en charge des salpingites. Peut-être un petit peu difficile à réaliser au quotidien. Alors, qu'en est-il des stérilets? C'est vrai que souvent, on dit, quand il y a une salpingite ou un antécédent de salpingite, de toute façon, on n'a pas le droit au stérilet, et puis on se jetait sur le stérilet pour l'enlever et l'envoyer en culture. Alors, avec un niveau de grade B, le retrait du stérilet ne s'impose pas de manière systématique. Il est simplement discuté dans les formes compliquées ou en cas de mauvaise évolution dans les 3 à 5 jours après le début du traitement. Donc, on peut tout à fait laisser en place un stérilet avec une suspicion de salpingite simple. Bien évidemment, on soupçonne un germe à l'origine d'infections sexuellement transmissibles, on va rechercher toutes les autres et bien sûr traiter le partenaire. Alors, qu'en est-il des infections compliquées, c'est-à-dire les abcès tubo-ovariens, les péritonites? Donc, ce qui a évolué depuis quelques années, c'est leur prise en charge. C'est qu'effectivement, maintenant, lorsqu'on a un abcès clairement identifié de plus de 3-4 cm, il va falloir qu'il soit drainé, idéalement par voie assistée par imagerie, donc une ponction transvaginale le plus souvent, ou bien par célioscopie, même en l'absence de signes de gravité, parce que le risque d'échec du traitement en absence de drainage est augmenté, et les risques de complications également. Donc il ne faut pas retarder ni la mise en route de l'antibiothérapie en parallèle du drainage de ces abcès. Il faut préférer le drainage par ponction transvaginale plutôt que la célioscopie. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple à réaliser. Le plateau technique est souvent plus facilement accessible, les délais sont plus courts et ça se fait sous simple sédation. Et il n'y a pas de nécessité de laisser un drainage en place. Alors pour les infections compliquées avec signe de gravité, donc là ça va plutôt être les péritonites, là, la prise en charge chirurgicale ne se discute pas, elle doit être rapide avec instauration d'une antibiothérapie probabiliste. Ça se fait par célioscopie et le drainage, donc la mise à plat de l'abcès et drainage est préférable à l'exérèse des masses. Donc là, le schéma n'est pas très différent. C'est toujours la ceftriaxone 1 à 2 grammes, en sachant que c'est plutôt 2 grammes s'il y a des s'il y a des signes de gravité ou une patiente obèse, jusqu'à amélioration clinique, associée à toujours notre doxycycline 100 mg 2 fois par jour, soit en IV, soit en Péros, au choix, et toujours au Flagyl, également 500 mg 3 fois par jour. On fait un relais métronidazole et doxycycline en Péros pour 14 jours au total par la suite. Donc là, vous avez le résumé des associations possibles, des alternatives. Donc tout ça, vous trouvez sur le site.
Donc l'endométrite du postpartum. Donc ça, pareil, la clinique, je vous en fais grâce. Donc une douleur, fièvre, logis fétide, douleur provoquée à la palpation utérine. Et alors l'imagerie, elle n'est pas nécessaire au diagnostic d'endométrite, d'autant plus qu'il y a une difficulté d'interprétation dans les suites de l'accouchement de ces images endo-utérines qui sont le plus souvent des caillots. Alors, on la recommande s'il n'y a pas d'amélioration de l'antibiothérapie après 72 heures ou des signes de complications. Donc là, il va falloir préférer en traitement d'une suspicion d'endométrite l'Augmentin, 3 à 6 grammes par jour, adapté au poids, qui sera en IV ou en Péros, et donc jusqu'à 48 heures d'apyrexie et disparition des douleurs provoquées. Alors si on est allergique à la pénicilline, que ça se complique un petit peu, parce que ça va être la clindamycine, 600 mg 4 fois par jour en alternative, associée à la gentamicine, 5 mg kg jour. Mais le problème, c'est si elle allait, c'est contre-indiqué pendant l'allaitement. Donc là, dans les RPC, il est recommandé de se rapprocher d'un avis spécialisé. En cas de persistance de la fièvre, malgré cette antibiothérapie bien conduite, il faut penser à la thrombophlébite pelvienne ou à des abcès profonds, et là, il va falloir réaliser une imagerie sans trop tarder. Alors, la partie qui est assez intéressante, c'est un petit peu la prévention. Dans des gestes finalement de la vie quotidienne, où on se pose toujours la question, et souvent les anesthésistes la posent aussi, est-ce qu'il faut une antibioprophylaxie? Alors la césarienne, je pense qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de questionnement. C'est fait en systématique lors de la césarienne, 30 minutes en général avant l'incision ou au moment de l'incision, et c'est de la céfazoline 2 grammes, à doubler si les patientes ont un BMI supérieur à 35 avant la grossesse, ou le céfuroxime. Et si on est allergique, c'est plutôt la clindamycine. L'hystérosalpingographie. Est-ce qu'il faut une antibioprophylaxie? Donc, a priori, il n'y a aucune preuve qu'il y ait un bénéfice à effectuer une antibioprophylaxie pour un examen simple. Par contre, dans un contexte de risque de chlamydier chez les patients à risque, il est recommandé de le rechercher avant. L'hystéroscopie, pareil. L'antibioprophylaxie n'est pas recommandée lors d'une hystéroscopie, qu'elle soit diagnostique ou opératoire. Le risque d'infection est faible et il n'y a pas du tout de preuve d'efficacité de l'antibiothérapie. Alors, les stérilets. Est-ce qu'il y a besoin d'une antibioprophylaxie par rapport aux stérilets? Donc globalement, le risque d'infection génitale haute après la pose du stérilet est très faible, inférieur à 1%. Et d'un autre côté, le portage vaginal des chlamydiés et du gonocoque n'augmente pas le risque d'infection génitale haute. Donc globalement, il n'y a pas besoin d'antibioprophylaxie. Chez les femmes à risque, c'est toujours pareil, et la question se pose chez les jeunes, puisqu'on en pose de plus en plus chez les jeunes femmes, qui sont censées être la population à risque d'IST. Le dépistage doit être proposé. D'un autre côté, il n'y a pas à s'inquiéter, puisque même si le risque, il n'y a pas lieu de retarder la pose, donc on n'est pas obligé d'attendre ces résultats. Et comme on l'a vu, de toute façon, le portage n'augmente pas le risque. Donc non pour l'antibioprophylaxie. Et si on met en corrélation avec ce qu'on a dit tout à l'heure, finalement, un antécédent de salpingite ne condamne pas à une absence de stérilet comme contraception. Des gestes du quotidien également, révision utérine, délivrance artificielle. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de faire un flash d'antibioprophylaxie au moment d'une délivrance artificielle, révision utérine. C'est vrai que ce sont des gestes qui augmentent le risque infectieux, mais actuellement, il n'existe pas d'argument pour recommander l'antibioprophylaxie. Par contre, il faut réaliser les gestes dans des conditions d'asepsie chirurgicale strictes. Alors, les conseils après une infection génitale haute, il faut garder à l'esprit qu'il y a un taux de récidive qui n'est pas négligeable de 15 à 21% et des réinfections de 20 à 34%. En sachant que tout ça augmente le risque d'infertilité, de douleurs pelviennes chroniques. Donc, le suivi après une infection génitale haute est recommandé, avec un prélèvement vaginal 3 à 6 mois après le traitement et l'utilisation de préservatifs.
Donc, en l'absence de symptômes persistants après l'infection, il n'est pas recommandé de réaliser systématiquement une échographie pelvienne, une hystérographie ou toute autre exploration, notamment la célioscopie. Et la pose du stérilet n'est pas contre-indiquée chez une patiente asymptomatique après un contrôle du prélèvement vaginal, malgré ses antécédents. Donc voilà, vitesse grand V pour vous rappeler ces évidences. Et comme le CGOA, c'est une bonne ambiance et une bonne convivialité, un très bon congrès à vous tous. Bien, merci Manu pour cette... Je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Moi, j'en ai une. Qu'est-ce qu'on appelle signe de gravité ? Oui, c'est une bonne question. Donc, vu un petit peu comme c'est leur organisation un petit peu des choses, pour moi, le signe de gravité, c'est vraiment des signes de péritonite, par exemple. Mais la péritonite, on va la voir souvent, mais quand on compare avec ce qui se passe dans d'autres domaines, je pense à la chirurgie digestive, il y a une telle puissance des antibiotiques à l'heure actuelle, un recours beaucoup plus facile au drainage sous scanner ou autre, que finalement, les célioscopies qu'on fait et qu'on a fait, qui consistaient à laver, inciser, je me demande aujourd'hui si elles ont encore réellement une place. Parce que même s'il y a un signe de gravité septique avec un pré-choc ou autre, de toute manière, on va nous dire il faut d'abord reconditionner, stabiliser le malade avant de pouvoir l'emmener vers le bloc. Et comme il n'y a pas de menaces fonctionnelles sérieuses, que ce soit sur le transit ou autre, je me demande si des signes de gravité qui imposent la chirurgie, c'est vraiment quelque chose qui existe encore. Je pense que ça devient de plus en plus rare. D'ailleurs, on en fait de moins en moins et c'est beaucoup plus des ponctions drainées quant à les abcès. Moi, j'imagine plus le signe de gravité, c'est vraiment une patiente qui arrive en limite de choc septique avec vraiment des douleurs et voilà. Et un épanchement où là, tu te dis... Il va falloir aller nettoyer un petit peu, mais oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est pour ça que c'est pas ce qui a la place la plus importante dans les recours. Pourquoi il est recommandé le prélèvement de l'endocole du coup? Parce que tu n'en tiens pas compte. Si il est positif à chlamydier, tu poses quand même ton stérilet. Et que ça ne va pas augmenter ton risque de salpingite, a priori. Donc il n'y a pas besoin de faire de prélèvement, c'est un peu... De prélèvement tout court, tu veux dire? Prélèvement d'endocole avant la pose du stérilet, tu n'attends pas les résultats, et s'il est positif, c'est... C'est-à-dire qu'en routine, tu n'es pas obligé de le faire. En fait, en routine, avant un stérilet, tu n'es pas obligé de le faire. C'est que si tu es dans une population à risque, en fait, indépendamment du stérilet, tu vas lui faire la recherche, puisque normalement il est recommandé dans la population à risque, et notamment les jeunes, de le faire en quasi systématique. Dans les recommandations, dans la notice du stérilet, il est demandé de faire un prélèvement d'endocole, mais au final, c'est pas systématiquement fait, quoi. Non. Je rejoins un petit peu ce qui a été dit, c'est-à-dire que moi j'étais resté sur l'idée que le stérilet n'augmente pas les infections génitales hautes, sauf chez les femmes à risque et dans les 3 premières semaines. D'où la nécessité d'un dépistage avant la pause, femmes de moins de 25 ans, tabac et partenaires. Oui, mais c'est pour ça que les jeunes, elles ont un petit peu... Bah oui, comme elles sont à risque par ailleurs d'IST. Voilà, donc la vraie reco, c'est quand même, chez les patientes à risque, faire un prélèvement, s'il est positif, traité. Ça n'empêche pas de poser le stérilet et ensuite de traiter, mais il ne faut pas laisser non traiter une présence de chlamydia, par exemple. Bien sûr, mais c'est-à-dire que ce ne serait pas une erreur si, par exemple, tu fais ton prélèvement, tu poses le stérilet parce que, imaginons que le timing est bon, que ça revient positif, tu ne vas pas te précipiter pour l'enlever, tu vas la traiter, son partenaire aussi. Mais voilà, c'est peut-être ça... On a peut-être cru comprendre que c'était plus la peine... Enfin, que quel que soit le résultat, de toute façon, on pouvait le poser et qu'il n'y avait pas besoin de traiter, quoi. Mais il faut traiter une chlamydiose, quoi. Bien sûr. En fait, c'est deux choses différentes. C'est que dans l'absolu, tu ne serais pas obligé d'attendre pour le poser. D'accord. Mais chez les jeunes, moi en tout cas, c'est ce que je fais, je leur fais un prélèvement avant et puis voilà. Mais peut-être que par moment, certaines personnes vont faire le prélèvement, poser le stérilet dans le même temps. Si c'est positif, voilà. Là par contre, on traitera, mais on n'enlèvera pas forcément le stérilet. En fait, dans ta dia, j'ai mal compris, mais tu t'expliquais un moment que si le prélèvement est positif à chlamydier, ça n'augmente pas le risque de salpingite suite à la pose du stérilet. Ouais. Si on traite. Si traitement.
Ah, j'avais pas compris. Ok. Ouais. Ce sujet, parce que je me suis rendu compte que je faisais finalement jamais de prélèvement avant de mon pose de stérilet, donc j'ai honte. Mais globalement, vous avez combien de pourcentage de patientes qui ont des chlamydiés? Bah, moi, c'est déjà arrivé. Moi, c'est par vague. En ce moment, là, j'en ai eu 3-4 là d'affilée, des petites jeunes qui avaient du chlamydier. Et on réceptionne de temps en temps des patientes 3 semaines après la pose d'un stérilet. Il y avait un portage. Oui, il y a plus de 25% de portage de chlamydier chez les moins de 25 ans. Donc, c'est recommandé. Moi, j'avais une question par rapport aux préservatifs sur plusieurs mois. Est-ce que pour les patientes qui ont des partenaires stables, une spermoculture ne réglerait pas la question? Si la spermoculture est négative, pas imposer encore au couple, je l'entends stable, d'éviter les préservatifs en plus. Oui, moi je serais assez d'accord avec ça, mais effectivement, c'est ce qui ressort sans justification plus que ça en recommandation. Donc, peut-être au moins le temps du traitement, et voilà. Et après, effectivement, ça peut être une alternative. Ce qui m'avait un petit peu ennuyé à la réception de ces RCP, c'est que j'ai l'impression qu'on va faire des diagnostics un peu par excès, du fait de la facilité, enfin de l'encouragement à l'antibiothérapie, avec un diagnostic d'infection génitale dans le dossier. Et depuis qu'elles sont sorties, je me souviens de plusieurs cas où je me dis je vais quand même pas la mettre sous antibio, elle n'a pas le profil, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça, elle est venue pour des douleurs, puis finalement les douleurs sont parties. C'était peut-être quand même une IST qui est partie toute seule ou je ne sais quoi, mais j'ai un peu l'impression que si on appliquait à stricte lettre les recos, on ferait quand même pas mal, peut-être des diagnostics en excès. Voilà, plus que les signes de gravité qui ne me gênent pas trop, moi c'est plus, là, je me suis posé la question en me disant, mais finalement, il est assez flou ce diagnostic de salpingite, parce que la douleur pelvienne, et surtout si on dit que finalement, même si la CRP est négative et que l'hyperleucocytose n'y a pas et qu'on pense quand même à ça, ça va être les 3/4 des consultations finalement. Donc, en fait, c'est ça, c'est pour les formes non compliquées que je trouve que c'est compliqué de démarrer un traitement. C'est là la difficulté, de définir le diagnostic de salpingite si on n'a pas l'hyperleucocytose et la NFS. Jusque-là, pour moi, c'était quasiment un prérequis. Et là, ça ne l'est plus. Donc c'est ça qui est un petit peu étrange. Voilà, puis il y a quand même aussi les prélèvements, parce qu'on peut avoir des prélèvements positifs, la douleur, sans effectivement avoir l'hyperthermie, enfin l'hyperleucocytose, la CRP. Donc c'est peut-être plus dans un deuxième temps avec les résultats des prélèvements. Mais si tout le reste est négatif, oui, ça n'en est pas une. Je vous sens pas plus avancé qu'avant.